Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet que l'éducation nationale se garde bien de révéler lorsqu'elle nous apprend l'histoire de notre pays. Quand on pense à la Révolution française, on imagine la liberté, l'égalité, les droits de l'homme ou encore la fin des privilèges injustes d'une caste au détriment des autres. Rien que pour cette dernière partie, je vous laisserai évaluer vous-même si ce système de caste a vraiment disparu ou s'il a juste été remplacé par un autre. Mais là n'est pas le sujet, du moins pas dans cette vidéo. En tout cas, il existe un épisode bien moins glorieux que le narratif fait au sujet de la Révolution de 1789 et presque effacé des manuels scolaires. Un moment où la République naissante a franchi une limite qu'on aurait cru infranchissable. La profanation systématique des tombes des rois de France. Oui, vous avez bien entendu, la République, régime qui se voulait progressiste au regard de la dignité de la personne humaine, est née de la profanation de tombes de personnes décédées des décennies ou des siècles auparavant pour détruire leur corps dans l'irrespect total de ce dont elles se revendiquent. Un épisode violent de notre histoire, dérangeant, où l'idéologie, la peur et la colère ont pris le pas sur la dignité humaine. Et aujourd'hui, nous allons raconter cette histoire oubliée en prenant le temps d'explorer son contexte, ses motivations et ses conséquences. Nous sommes en 1793, déjà 4 ans après la prise de la Bastille. La Révolution n'est plus un simple mouvement populaire. Les nouveaux dirigeants français sont en guerre contre leurs voisins, sans même parler des guerres intérieures comme celle de la Vendée face aux partisans de la monarchie. La France est donc en guerre contre l'Autriche, la Prusse, l'Espagne, l'Angleterre, mais aussi en guerre civile. La République a à peine quelques mois. En effet, Louis XVI, qui avait pourtant accepté le passage d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle, mais qui avait dû fuir lorsque son droit de veto face aux lois de l'Assemblée n'avait pas été respecté ou du moins pas apprécié, vient d'être exécuté. Sa mort a crispé l'Europe entière, majoritairement constituée de régimes monarchiques. Revenons brièvement sur la raison de la fuite de Louis XVI qui a mené à son arrestation puis à sa décapitation. Louis XVI disposait d'un veto suspensif prévu par la Constitution adoptée par toutes les parties qui lui permettait de bloquer temporairement certaines lois votées par l'Assemblée. Il l'utilisa notamment contre des lois visant à déporter les prêtres réfractaires, ce qu'il jugeait contraire à la liberté religieuse. Ces prêtres refusaient de prêter serment à la Constitution et de devenir officiellement des fonctionnaires d'État. Et pour cause, à leurs yeux, le représentant de Dieu en France était le roi, et le roi, lui, avait accepté cette constitution. Mais cela n'était pas suffisant pour les membres de l'Assemblée législative, soit l'équivalent à l'époque de notre Assemblée nationale aujourd'hui, sauf que Louis XVI, lui, trouvait injustifiable la déportation dans les colonies d'alors d'hommes d'église au pouvoir déjà très limité depuis la fin des privilèges du clergé. Il trouvait cela tout simplement abusif et injuste. Ce veto de Louis XVI fut perçu comme une trahison car les révolutionnaires voyaient ces prêtres comme des ennemis de la nation. Accusé de protéger le courant contre-révolutionnaire, Louis XVI se sentit peu à peu encerclé et impuissant à Paris. Convaincu qu'il ne pouvait plus remplir son rôle ni défendre sa foi, il décida de fuir et d'essayer de trouver d'autres soutiens, ce qui l'amena à l'épisode de Varennes. Il était important que vous sachiez plus en détail pourquoi Louis XVI a été ensuite arrêté et condamné à mort, tandis que sa femme et son fils allaient soit également être guillotinés, pour Marie-Antoinette, soit mourir comme son fils en prison à cause des conditions de détention, ce qui fut donc le cas pour Louis XVII, alors âgé de 10 ans. Oui, encore un point où la République a fait le contraire de ce qu'elle prétendait être. Elle a laissé mourir un enfant de 10 ans de maladie et de malnutrition en captivité, parce que, comprenez-vous, il représentait un danger de continuité d'une monarchie pourtant déjà renversée. Vous commencez à comprendre que Louis XVI avait accepté toutes les demandes démocratiques qui lui avaient été faites, mais qu'il a été assassiné par ceux qui lui demandaient justement plus de démocratie, car finalement son droit de veto les dérangeait. Parfait. Poursuivons.
Dans ce contexte, la profanation des tombes vous surprendra moins. Revenons à la situation géopolitique intérieure et extérieure du pays. Dans ce climat de tension absolue, les révolutionnaires sont menacés de toutes parts. Et dans cette paranoïa collective, tout ce qui rappelle la monarchie devient suspect, dangereux et indésirable. Ainsi, les statues, les symboles héraldiques, les noms des rues, les cérémonies, tout ce qui évoque les rois est progressivement supprimé. Même les mois du calendrier ont dû y passer. Heureusement pour ce point, aujourd'hui, nous ne naissons plus durant les mois de brumaire ou de pluviose, et nos mois sont revenus à la normale. Pour ce dernier point, vous pouvez par ailleurs remercier Napoléon. Mais suite à tout cela, une question subsiste. Faut-il laisser reposer en paix les rois morts depuis des siècles ? Oui, vous avez une fois de plus bien entendu, il a bien été question de saccager les sépultures de tous les rois de France qui y étaient enterrés, et plus particulièrement à la basilique Saint-Denis. Il faut se rendre compte de ce qu'était la basilique Saint-Denis. C'était plus qu'un monument religieux. C'était pour ainsi dire la basilique nationale de la monarchie, la nécropole de presque tous les rois de France depuis le 7e siècle. Des dizaines de tombeaux s'y trouvaient, remarquablement sculptés, des gisants en marbre blanc, des sarcophages ouvragés, un véritable musée d'art funéraire et d'histoire de France. Mais surtout, c'était à la fois notre héritage à tous d'un point de vue patrimonial, mais particulièrement, c'était là que des gens reposaient en paix pour l'éternité. Mais tout ce que voyaient les révolutionnaires jusqu'aux boutistes était une chose essentielle. Cet endroit était un symbole écrasant de continuité royale. Depuis Dagobert jusqu'à Louis XV, et par ailleurs d'autres comme Louis XVIII s'y retrouveront plus tard suite à la Restauration, tout comme les restes présumés de Louis XVI et le cœur de Louis XVII, eh bien tous les souverains y étaient regroupés. Mais pas seulement eux, il y avait aussi des membres de leur famille. S'en prendre à Saint-Denis, ce n'était pas juste détruire un bâtiment, c'était s'attaquer à une mémoire, à un mythe, à une filiation longue de 1200 ans. C'était, pour faire simple, la négation de notre histoire millénaire. Mais cela, les révolutionnaires ne s'en souciaient guère. C'était même leur but. Le 1er août 1793, la Convention nationale, nouveau nom de l'Assemblée législative, prend une décision lourde de sens, ouvrir toutes les tombes royales. Officiellement, il s'agit de récupérer le plomb des cercueils indispensable pour fabriquer des balles. Mais la dimension symbolique ne trompe personne. Dans les débats, certains députés s'écrient qu'il faut effacer les superstitions monarchiques et d'autres qu'il faut anéantir jusqu'au cendre des tyrans. Et un troisième camp affirme même que les corps doivent être exposés pour montrer au peuple que les rois ne sont que des humains comme tout le monde. La décision est ainsi votée par nombre de députés. L'ordre est donné. Ce décret va ouvrir la porte à l'un des épisodes les plus choquants de l'histoire de la Révolution. À partir du 6 août, puis entre les 12 et 25 octobre 1793, les ouvriers, les commissaires et les gardes nationaux envahissent la basilique. Les descriptions de l'époque parlent d'une atmosphère sacrilège, lugubre et même spectrale. Les tombes sont brisées à coups de marteau, les cercueils sont éventrés et les corps manipulés sans aucun respect. Les ouvriers découvrent avec surprise que certains rois sont incroyablement bien conservés. Le corps d'Henri IV, notamment, est retrouvé quasiment intact, encore reconnaissable. La foule s'approche, observe et commente. Pour certains, c'est un moment historique. Pour d'autres, simplement une scène insupportable. Tout dépend de votre vision du respect des morts, probablement. On retrouve aussi Louis XIV, Louis XV, Turenne ou encore Catherine de Médicis. Et aussi des souverains du Moyen-Âge dont on ne connaissait plus que les gisants. En tout, 46 rois, 32 reines, 63 princes et princesses et des dizaines d'abbés sont exhumés. La plupart sont jetés dans des fosses communes, parfois mélangées, parfois brûlées, mais aussi recouverts de chaux. À la fin de l'opération, la basilique n'est plus qu'un amas de décombres et de poussière. Les tombeaux sont brisés, les statues renversées et les reliques éparpillées. Un chroniqueur de l'époque écrira « Il semblait que l'on voulait tuer encore des morts depuis longtemps morts ». Si l'histoire retient un acte groupé, la proposition faite à l'Assemblée provient du député Barrère. Bertrand Barrère de Vieuzac était un bourgeois ravi que la bourgeoisie pût remplacer la noblesse et vota la mort de Louis XVI, puis proposa la profanation des tombes des rois. Il était également franc-maçon, inscrit à la loge La Réunion des Amis Sincères à Paris.
Si j'insiste là-dessus, c'est parce que je ferai une autre vidéo sur le saccage des églises lors de la Révolution, du caractère maçonnique de cet événement, du remplacement du dieu chrétien par des divinités républicaines comme la déesse de la raison, ou encore du temple de l'être suprême, voulu ensuite par Robespierre, qui fait directement penser à leur grand architecte de l'univers. Philippe Égalité, cousin de Louis XVI et qui vota pour son exécution, l'était également. Mais nous verrons tout cela dans une autre vidéo. Revenons à la question essentielle. Comment la République, qui proclame les droits de l'homme, qui affirme que la dignité humaine est sacrée, peut-elle organiser de telles profanations ? La déclaration de 1789 dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Mais en 1793, ces morts ne sont plus vraiment vus comme des hommes, ils sont surtout vus comme des symboles à abattre, à effacer et à humilier même, pour affirmer la victoire du nouveau régime. Ce paradoxe assumé, cette contradiction, révèle quelque chose de profond. En période de crise extrême, les idéaux peuvent vaciller alors même qu'ils viennent de naître. Et une société peut commettre des actes qu'elle condamnerait en temps normal. Cette république, qui ira avec Badinter jusqu'à l'abolition de la peine de mort pour ceux qui abusent et tuent des enfants, a elle-même tué au moins un enfant qui n'avait rien fait, tué sans vergogne des milliers d'opposants et aussi profané des dizaines de tombes. La profanation de Saint-Denis n'est pas seulement un acte politique, c'est une blessure morale qui interroge encore aujourd'hui. Du moins, elle interroge ceux qui s'en souviennent, car le sujet est très peu abordé. Lorsque la période de la terreur s'achève en France, il ne reste presque plus rien des sépultures royales. On réalise soudain l'ampleur de ce qui a été détruit. Pendant des années, la basilique reste en ruine. Puis, en 1816, sous la Restauration, Louis XVIII ordonne de rassembler les restes trouvés dans les fosses communes. On rouvre alors les fosses et on récupère des ossements fragmentés, mélangés, voire impossibles à identifier. On les replace alors dans un grand ossuaire sous la basilique. Tous ensemble. Les rois, les reines, les princes, un millénaire de dynasties mélangées comme s'ils n'avaient jamais existé séparément. Un symbole fort, la destruction d'un monde ne se répare jamais complètement. L'histoire de la profanation des tombes de Saint-Denis est donc un épisode profondément dérangeant, mais essentiel pour comprendre la Révolution française. Il permet de comprendre l'hypocrisie de l'époque dans laquelle la République puise encore aujourd'hui. À travers cette vidéo, et à travers d'autres vidéos à venir, nous comprendrons que la Révolution n'était pas un soulèvement populaire sorti de nulle part, mais que cette révolution était en réalité un coup d'État, un changement de régime, mais aussi de religion dominante, et non pas un symbole d'égalité, mais plutôt un remplacement d'une caste par une autre, ô combien plus belliqueuse et, sans mauvais jeu de mots, certainement moins noble. Car, de mémoire, jamais la monarchie n'a ordonné de manière étatique la profanation de tombes. Ce n'était pas quelque chose de très chrétien. Si vous êtes de ceux qui glorifient la Révolution parce qu'on vous a appris à le faire, parce qu'on vous a dit que le peuple était méprisé ou que l'économie était exsangue, demandez-vous si l'époque actuelle fait mieux et si elle vous méprise moins. Cette période nous rappelle que les révolutions ne sont jamais des récits simples et que, pour les comprendre, il faut en analyser toutes les parties. Elles sont faites d'idéaux magnifiques sur le papier, mais aussi de gestes terribles qui peuvent rendre leur application caduque. Ne doutons pas que certains partaient probablement d'un bon sentiment, mais que la terreur porte bien son nom. Maintenant, dites-moi, quel est de manière générale le nom attribué aux gens qui apportent la terreur dans un pays ? Quelle appellation serait restée de ces gens s'ils avaient perdu ? Ainsi, les années 1780 furent une période alternant entre progrès, car oui, le passage à une monarchie constitutionnelle et non plus absolue était tout de même quelque chose de sensé, mais aussi une période faite de violence, quelque part entre cohérence et contradiction. En s'attaquant au tombeau des rois, les révolutionnaires ont voulu effacer un passé qui les hantait. Mais ils ont aussi révélé une vérité universelle. Quand un régime se sent menacé, il peut oublier jusqu'aux principes qu'il prétend défendre et devenir plus laid encore que ceux qu'il voulait combattre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire en commentaire quel autre chapitre méconnu de l'histoire de la Révolution vous voudriez que j'explore.